évidemment, on va continuer. Donc, on va en profiter avec le temps que tout le monde se connecte. La semaine dernière, on a parlé des 5 besoins émotionnels, pas émotionnels, relationnels. Enfin, ça rejoint aussi les besoins émotionnels. Oui, bon, je ne vais pas lire le commentaire parce que sinon je vais me perturber. Donc, les 5 besoins qu'on avait, c'était le premier besoin, c'est le besoin de se dire. Et je vais vous dire quelques mots dessus parce qu'on m'a posé des questions en privé aussi. On m'a dit, j'ai adoré ce cours, mais le besoin de se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, le besoin de se dire, c'est vrai que c'est très subtil, ce besoin de se dire. Parce que oui, je vous ai défini cette notion du besoin de se dire en vous expliquant que c'est le besoin de se raconter, d'expliquer qui on est. De finir la journée, parfois on a vécu plein de choses au cours de la journée, on a en fait vécu énormément d'expériences émotionnelles et on a besoin de les partager avec quelqu'un en finissant la journée. Parfois ça peut même être en plein milieu de la journée d'ailleurs. Et en fait, savoir se dire, c'est tout un art. Et ça aussi, ça s'apprend, ça se travaille. Et c'est pas du tout évident. C'est en fait savoir soi-même repérer ce qui nous a touchés. Souvent, quand il y a quelque chose qui nous dérange dans la journée, qui nous dérange, qui nous perturbe, qui nous contrarie, on va avoir tendance parfois à dire oui, c'est parce que elle ou il m'a dit ça, il s'est comporté comme ça, il a fait ça, il a dit. On va avoir tendance en fait à accuser l'autre d'avoir causé du trouble chez soi. Et en fait, il faut arriver, et ça c'est tout un travail bien sûr, mais il faut arriver à prendre d'abord les choses en proportion, d'accord, à prendre du recul, à relativiser, on est d'accord. Mais à part ça, il faut arriver à comprendre où ça nous a touché, où ça nous a blessé, quel est le mot, la phrase employée par mon interlocuteur qui m'a touché directement à moi. Et en fait, et pourquoi ça m'a touché? Parce qu'il faut bien savoir que si moi ça m'a touché, peut-être qu'une autre, ça ne l'aurait pas touché. Ou en tout cas, pas aussi profondément. Il y a bien des gens, vous les voyez, vous dites ça, là, ça ne lui fait rien. Je ne sais pas, elle a vécu telle ou telle chose. Elle ne réagit pas comme moi j'aurais réagi. Hein. Moi, j'aurais fait la crise du siècle. Elle, on ne l'a pas entendue. Comment ça se fait? Parce qu'en réalité, d'abord, on est tous différents, mais on a tous, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres cours, des croyances différentes. Et on a tous un vécu différent. Donc, on est tous bâtis différemment. Donc, on va tous prendre ce qui nous arrive au cours de la journée différemment. D'accord? Et plus je sais où j'ai été blessée finalement, où j'ai été touchée, plus je saurai me dire, plus je saurai l'exprimer. Et autre chose aussi important à éclaircir, c'est que j'ai eu des questions comme oui, mais vous dites qu'il faut exprimer ce qu'on ressent, mais est-ce que vraiment on peut le faire quand c'est pas reçu? Quand notre mari, par exemple, si on commence à parler, il va mal le prendre. Quand on sait que ça va pas être bien pris, quand ça va pas être accueilli. Est-ce que vraiment je peux exprimer? Alors, quand je vous parlais d'expression, ça veut dire que je dois moi-même, parfois même, verbaliser ou écrire ce que je ressens, ou même verbaliser à haute voix. Et je crois que je vous l'ai dit, mais je le répète, pas forcément à la personne concernée. Bien sûr que ça fait du bien de s'exprimer avec la personne. Enfin, ça fait du bien. Ça dépend. Quand elle est en mesure de comprendre. Mais quand elle n'est pas en mesure de comprendre, ça envenime la situation et ça ne nous aide pas vraiment. Donc, il faut 2 éléments. D'abord, il faut l'élément de savoir ce qui m'a touché, où ça m'a blessé. Par exemple, j'ai eu un couple cette semaine, Dafka. J'ai eu un couple où, en fait, il y a eu un conflit entre eux. Et il faut que j'arrive à vous synthétiser tout ça. Mais en gros, il y a eu un conflit et en fait, le mari s'est senti très blessé dans son amour-propre. Il a vraiment senti qu'il était rabaissé, qu'il était blessé dans son amour-propre, vraiment. Mais il n'a pas su le dire. C'est-à-dire que sur le coup, il a mal réagi, bien sûr, parce qu'il y a eu le conflit. Ils se sont lancés tous les deux des phrases pas sympathiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Bref, et lui, en fait, il n'a pas dit. Ensuite, il a fait comme si de rien n'était. Il a passé. Bon, ils n'en ont pas vraiment reparlé. Mais ils sont restés sur cette dispute et après, ils se sont, on va entre guillemets, rabibochés. D'accord? Moi, ils sont venus me voir quelques jours après ça. Mais quand ils sont venus me voir, ils n'ont pas tout de suite parlé de cette dispute-là. Et le mari, il n'arrivait pas à dire où il était blessé. Pas du tout. C'est-à-dire qu'elle, elle a commencé à raconter en gros les problèmes de couple qu'il rencontrait. Elle n'a pas parlé de cette dispute. Et au fur et à mesure de la séance, elle me parle exactement de cette dispute et elle m'explique comment ça s'est déroulé. Lui, il n'est pas à l'aise. Il est sur sa chaise, il se dandine comme ça, il n'est pas à l'aise. Et je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Il n'arrive pas à répondre. Et il était bloqué.
Et il me dit non, mais ça va, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Bon, bah, elle m'a critiqué, j'ai pas apprécié évidemment, mais ça va. Entre-temps, ça fait 4 jours que c'est arrivé, on est passé à autre chose. Bon, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose si on n'a pas en vérité, si on n'a pas, comment on va dire, travaillé sur l'émotion, si on n'a pas traité, si on n'a pas réellement parlé, exprimé, verbalisé, on ne s'est pas senti compris. Le passer à autre chose, c'est rare qu'on arrive à passer à autre chose. Même quand il y en a un des deux qui va dire « Mais si, moi j'y suis arrivé. » Bah, alors c'est que tu n'as pas été blessé si tu es passé à autre chose. Mais celui qui a été blessé, il a du mal à passer à autre chose en réalité. Tant qu'il n'y a pas eu d'excuses de fait, tant qu'il n'y a pas eu des mots de dit, tant qu'il n'y a pas eu je pourrais appeler un rattrapage, c'est difficile. Et donc voilà. Et en fait, il s'avère que, donc on a eu une autre séance, puis ensuite il y a eu quelques jours, et il s'avère que finalement, il y a eu une nouvelle dispute. Et en fait, la nouvelle dispute, elle rejoignait la première. C'est-à-dire que lui a fait une réaction par rapport à la première dispute. Et en fait, j'ai compris que justement, je vous avais parlé la semaine dernière du besoin de se dire, du besoin d'être entendu et du besoin d'être reconnu. Et donc, je lui ai dit à la femme, parce qu'après, j'ai eu la femme, pas le mari, et donc je lui ai dit, en fait, il ne s'est pas senti reconnu. Et il n'y a pas eu encore de rattrapage au niveau de sa reconnaissance, donc ça ne peut pas bien se passer maintenant. Donc, tant que c'est pas, il ne se sent pas reconnu, ben, en gros, inconsciemment, il va chercher à vous le faire payer. Mais le problème, c'est que lui n'en avait pas conscience. Et ça, c'est dur. Vous voyez, le besoin de se dire, quand je vous parlais la semaine dernière du besoin de se dire, le problème, c'est que lui n'avait pas conscience qu'il avait été à ce point-là blessé. Donc, il ressentait la douleur. Et quand il est venu en séance, il n'a pas vraiment su l'exprimer. Il a dit, on est passé à autre chose. Et finalement, il y a eu une autre dispute et qui est revenue sur elle-même. Et lui, il a été très virulent à ce moment-là. Et il se disait, mais je ne comprends pas, par rapport à ce qui s'est passé, je vois pas, c'était pas son style, je vois pas, c'était pas proportionnel. C'est-à-dire que par rapport à la scène de ménage entre nous, c'est pas proportionnel sa réaction. Il a réagi vraiment fort, quoi. Comment c'est possible? Et en fait, c'est parce que ça datait. Il n'avait pas su exprimer, voilà, j'ai été blessé. S'il avait tout simplement su apprendre, il avait appris à se dire, il aurait dit, voilà, j'ai été blessé, tu m'as dit des mots très forts que je trouve injustes, qui ne me définissent pas, je ne me reconnais pas dedans. Et je me sens rabaissée et pas reconnue. Voilà, là, c'est prendre la responsabilité de ses sentiments. Et là, c'est dire, j'ai mal moi et je sais pourquoi j'ai mal. Et maintenant, je peux te le dire. Maintenant, je peux communiquer avec toi. Parce que maintenant, je sais où j'ai mal. Mais quelqu'un qui ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque l'autre sans arrêt. Il est sur le mode défensif. Il est sur le mode c'est l'ennemi. Mais il n'a même pas conscience, c'est complètement inconscient, c'est-à-dire qu'il est enragé, il devient violent dans ses propos, virulent, et on n'arrive même plus à lui parler. C'est-à-dire que ça devient un hérisson, vous voyez le mode hérisson? C'est-à-dire la personne, elle se braque, c'est fini, on l'a perdu, vous voyez ce mode-là? On le connaît malheureusement très très bien. Et bien, ce mode-là, c'est parce que la personne elle-même n'a pas conscience elle n'a pas conscience comment on va dire, de ce qu'elle a ressenti elle-même, elle n'a pas conscience de sa douleur en fait. C'est comme si quelqu'un se fait mal devant vous, il se relève, il continue à marcher et vous lui dites ça va et vous voyez que ça saigne encore. Vous voyez que c'est douloureux quoi, vraiment il y a besoin d'un traitement. Il vous dit mais ça va très bien, ça va très bien. Mais tu boites là, je vois que tu as du mal. Non, 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 ça va très bien, je ressens rien du tout, tout va bien. Et vous voyez la douleur. Mais tant que la personne, elle ne se tourne pas sur sa douleur pour s'en occuper, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez le forcer à s'arrêter et commencer à le soigner. C'est vrai, on peut le faire quand c'est physique. Quand c'est psychologique, c'est un peu plus difficile. Mais en réalité, oui, on peut essayer de le faire en bloquant sur la communication, en lui disant « je veux qu'on parle maintenant. Je sais que je t'ai blessé. » Par exemple, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu transmettre à la femme. Je lui ai dit « en fait, il va falloir que vous lui disiez que vous reconnaissez votre erreur, vous reconnaissez sa blessure, vous reconnaissez que vous êtes allé trop fort vous aussi, même si c'était il y a quelques jours. » Et que vous-même, vous mettez des mots sur ce qu'il ressent, parce qu'il n'y arrive pas encore. D'accord? Et ça, encore une fois, c'est apprendre à se dire. Donc, apprendre à se dire. Apprendre, vous entendez, c'est mes enfants, ils dorment pas. Apprendre à se dire, apprendre à être entendu. Apprendre à être entendu, c'est-à-dire que je vais me dire, mais j'ai quelqu'un qui va recevoir ce que je dis. Donc, je me sens entendue et là, ça m'apaise et ça me donne un nachat incroyable. Apprendre le besoin d'être reconnu, pardon, pourquoi je dis apprendre? Si on parle de besoin. Besoin d'être reconnu, d'accord? Donc, je sens que on me voit, j'existe et ma place est là, elle est définie. C'est-à-dire que j'existe pour l'autre. Il y a un regard qui est posé sur moi, mais j'existe pour l'autre. Et ça change tout. Ensuite, il y avait le besoin d'intimité, donc savoir respecter le territoire de l'autre,
pas toujours, c'est ma possession, tout ce qui lui appartient m'appartient, toi c'est moi c'est toi. Non, ça, c'est pas si bon que ça. Même si on nous fait rêver avec toutes les séries et les films. À l'eau de rose, c'est ça qu'ils essayent de transmettre, mais en fait, c'est pas pareil du tout, c'est pas sain du tout. C'est pas comme ça que ça doit être vu, c'est qu'on a un espace tous les deux, et en fait, on s'aime, bien sûr, enfin, on doit travailler sur notre amour et sur notre couple, mais on doit, pour s'aimer, justement, respecter ses besoins et donc respecter cette intimité. D'accord ? Bon, attendez, je m'excuse. Je vais faire une toute petite pause. Je vais juste couper le son 1 minute parce qu'il y a un grand fille qui s'occupe des... Je suis désolée, hein, Mérila, j'arrive dans 3 minutes. Alors, on y va. Ah, bah, je suis plus en muet ou je suis en muet? Je sais pas. Activé. Ah, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a mon truc. Ah, voilà. Ok, on y va. Je suis désolée, hein. Vraiment désolée pour cette interruption. Alors, on était en train de dire que message cadeau. Voilà. Alors maintenant, dans ces 5 besoins, non, d'abord le besoin d'intimité, j'étais en train de vous dire, on a besoin de laisser l'espace à l'autre et c'est ça l'amour aussi. C'est laisser l'espace à l'autre et le respecter. S'il n'y a pas de respect, il ne peut pas y avoir d'amour qui dure. Un amour qui dure, c'est un amour qui a besoin d'espace chacun. D'ailleurs, il y a un exercice comme ça en thérapie que je donne souvent au début des séances. Le couple, en fait, on peut le représenter par 2 cercles. D'accord ? Maintenant, essayez de réfléchir sur votre couple. Est-ce que vous voyez votre couple comme un cercle, comme 2 cercles, d'accord, qui se touchent? Comment vous voyez le couple, en fait? 2 cercles qui se touchent. Chaque cercle représente un des membres du couple. Ou alors, c'est un cercle l'un sur l'autre. Ou alors, c'est 2 cercles qui ont une intersection, mais où il y a un espace, en fait, pour chaque personne et un espace en commun. Réfléchissez dans quelle configuration de cercle vous verriez votre couple ou vous situerez votre couple. Si vous êtes dans la configuration des 2 cercles qui se touchent, d'accord, c'est en fait, vous êtes 2 cellules entières, vous êtes restés 2 cellules entières, mais vous êtes chacun dans votre bulle, en fait, et il n'y a pas vraiment de partage. Donc, ça peut créer un malaise forcément, parce qu'on a besoin quand même de partager. Si vous êtes un cercle l'un sur l'autre, eh bien là, vous êtes fusionnel. Et ça peut être un peu trop, vous pouvez avoir l'impression d'étouffer puisque vous n'êtes plus qu'un, mais alors là, c'est un qui parfois, au bout d'un moment, ça peut être très dur à supporter. Et ce n'est pas toujours bon pour le psychisme, on va dire. Et le 3e cercle, c'est en fait l'idéal, c'est-à-dire que vous gardez votre personnalité, mais vous avez un terrain en commun où vous partagez, vous vivez des choses ensemble, vous construisez ensemble, mais vous gardez votre identité. Et ça, c'est important. Et ça, voilà, ça définit un petit peu le besoin d'intimité, c'est-à-dire que je suis moi, tu es toi, on s'aime, on apprend à construire ensemble, on apprend à former une équipe, on apprend à se soutenir, on apprend à donner à l'un et l'autre ce dont chacun a besoin, tout en se respectant et tout en gardant notre identité. Ensuite, il y a le besoin de rêver. Et oui, on a besoin de rêver pour être propulsé en avant, pour se sentir exister, pour se sentir dans la vitalité de la vie, je dirais. On a besoin aussi de rêver, ce n'est pas forcément négatif. D'accord ? Donc ça, c'était pour nous remettre dans le contexte de la semaine dernière. Maintenant, dans une relation, on a besoin donc de ces 5 éléments, de ces 5 besoins satisfaits. On a besoin chacun que 5 besoins soient satisfaits de part et d'autre. Et on a aussi besoin, bien sûr, de messages positifs qu'on s'envoie l'un à l'autre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de se dire, donc on a besoin de verbaliser, on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'une communication fluide. Et ça, c'est pas toujours simple à avoir, c'est pas toujours simple à créer et à construire. Donc j'aimerais ce soir vous donner des outils, une connaissance plus grande déjà de la communication et peut-être aussi et surtout des outils pour vous aider à mieux communiquer et à mieux
à fluidifier, on va dire, la communication. Alors, il y a ce qu'on appelle les messages cadeaux et les messages toxiques dans une relation. Les messages cadeaux, c'est les messages qui vont augmenter notre vitalité. Vous savez, les messages où en fait on sent qu'il y a de la vie, on sent qu'on renforce notre confiance en nous. Quand on parle à cette personne, donc ça peut être notre mari, ça peut être notre ami, ça peut être notre maman, peu importe. Mais quand on parle à cette personne, on se sent mieux, on se sent apaisé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle nous a envoyé des messages qui nous renforcent. Et les messages toxiques, ben, c'est exactement l'inverse, ça nous casse notre estime de nous, notre confiance en nous, notre bien-être, notre vitalité, ça nous enlève de notre énergie. Et je dirais même, c'est énergétivore en fait. Souvent, on me dit, je suis fatiguée, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, ma prise de sang était bonne, mais je suis épuisée. Mais en fait, parce qu'on oublie trop souvent, ou on n'est pas conscient que tout ce qui se passe au niveau du psychisme, d'accord, nous prend énormément d'énergie. Quand on est en contact avec des personnes qui nous critiquent sans arrêt, qui ont justement des messages toxiques envers nous sans arrêt, mais ça nous pompe l'énergie, ça nous vide, d'accord. Donc c'est très important en fait d'apprendre à communiquer. Parce que quand on communique mal, mais on se fait du mal, tout simplement. C'est-à-dire que vraiment, ça détruit. C'est très, très destructeur et on n'en a pas forcément conscience. Donc déjà, il faut comprendre que dans une relation, il y a l'autre, il y a moi, et il y a la relation qui nous unit. Parfois, ce n'est pas l'autre qui est toxique pour moi, c'est la relation qui est toxique. La relation ne fait pas du bien, d'accord? Donc, lui et moi, on est les deux protagonistes, mais au milieu, il y a cette relation. Et en fait, ce conduit, on va dire, d'accord? En vrai, en réalité, ce conduit doit être un pont, une passerelle pour mieux se connaître, pour mieux s'aimer, pour mieux, même, je dirais, apprendre de la différence de l'autre au lieu de la rejeter. Or, nous, quand souvent, très, très souvent, ce qui se passe dans les couples, mais je parle des couples, mais c'est valable pour toutes sortes de relations humaines, très, très souvent, quand l'autre n'est pas comme moi, ne pense pas comme moi, ne réagit pas comme moi, n'a pas les mêmes comportements que moi, qu'est-ce qui se passe? Je le rejette. En réalité, j'en ai presque peur. Je n'aime pas la différence parce qu'elle me fait peur, elle m'effraie. C'est l'inconnu. Et je le rejette. Et pour l'autre, c'est très, très dur d'être rejeté. Et forcément, j'envoie des messages toxiques. Le problème des messages toxiques, c'est que les intentions sont très bonnes parfois. C'est par exemple, oh, tu ne devrais pas mettre ce foulard, hein. Franchement, il ne te met pas en valeur. Oh là, tu es trop maquillée. Hein. Oh là, tu es, je ne sais pas moi, tu mets trop de bijoux là. C'est quoi ces trucs qui pendent là, franchement? Mais c'est des guirlandes ou quoi? C'est quoi ça? Mais en fait, clairement, ce genre de message, c'est un message toxique parce que on peut émettre son avis en même temps, c'est vrai qu'on a son avis, mais quand on parle de nous, c'est un sujet délicat. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'hygiène relationnelle. D'accord? Et c'est ce que nous, on appelle en Torah, on va dire, la Shmirat Halashon. Shmirat Halashon, le livre du Rav Ephraim qui nous a fait un livre magnifique sur comment on doit se comporter avec notre parole et comment on doit parler et comment on doit s'adresser à l'autre, ne nous apprend pas seulement comment... on ne t'apprend pas seulement comment ne pas dire du mal de l'autre. C'est pas seulement ça. C'est aussi comment ne pas dire du mal à l'autre sur l'autre. C'est-à-dire que je suis avec ma meilleure amie ou je suis avec mon mari ou je suis avec mes enfants et je vais donner en fait un mauvais message avec une très belle intention derrière. D'accord? On serait effrayé si on s'enregistrait pendant 24 heures et on se réécouterait de voir combien de messages on a déposés chez l'autre et qui ne sont pas forcément bons pour lui. En fait, on avait une super bonne intention, mais quand on l'a donné, finalement, l'autre, il a pu très très mal le prendre. Et justement, j'arrive à un sujet aussi assez fort, j'ai envie de dire, et délicat en même temps, par rapport au couple. Souvent dans les couples, en fait, on se protège de l'autre, justement parce qu'il y a beaucoup de messages toxiques. Donc, on aime la personne avec qui on est. Avec la personne, on n'a quelque part pas de problème, on l'aime. On s'est engagé avec elle, on s'est marié, on a même peut-être des enfants. Au fond, on l'aime. Mais la personne avec qui on est marié ne sait pas forcément s'exprimer et va parfois m'envoyer des messages toxiques. Donc, moi, j'ai pas envie d'être détruite parce que ces messages qu'on dépose en moi me font très mal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et ça, j'entends beaucoup de femmes qui m'en parlent. C'est, je me mets une armure. Je me barricade, en fait. Je préfère me tenir un petit peu éloignée pour ne pas prendre les messages trop de plein fouet. Vous savez, les petits messages comme ça, comme ah là là, mais par exemple, voilà, j'ai perdu mon porte-monnaie. Tu l'as pas vu, toi, en rangeant, parce que tu es toujours en train de ranger, là. Tu as dû le poser quelque part. Déjà, vous voyez, ok, il est énervé, il ne trouve pas son porte-monnaie. Ça se comprend, c'est légitime. Mais vous voyez le genre de message qui irrite comme ça.
Ça veut dire que la femme, elle fait bien son… je veux dire, même, elle range, c'est pour le bien de la maison, c'est pour le bien du foyer. Et finalement, parce qu'il ne retrouve pas son porte-monnaie, son cher mari, son cher et tendre, hein, on a envie de l'appeler cher et tendre dans ces cas-là. Oui, complètement. Et ben là, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans l'accusation. Ouais, toi qui es tout le temps en train de ranger, d'un coup, ça devient péjoratif de ranger. Il est où mon porte-monnaie? Et puis tout de suite, c'est toi. Hein, forcément, c'est toi. Si je ne trouve pas mon porte-monnaie, c'est ta faute. Ce genre de message, forcément, ça irrite. D'accord? Donc, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a soit, je vais me braquer, je vais dire, non, mais attends, c'est quoi ça, ta façon de ranger? Non, mais tu crois que tu parles là? Non, mais attends, dis merci, oui, toute la journée, je fais le ménage et toi, au lieu de me valoriser, tu veux me casser? Non, mais franchement, hein, bon, ok, donc message, on a compris, là, on se défend, très bien. Deuxième possibilité, ben, je me tais, je me recroqueville sur moi-même. Je ne vais pas parler parce que mais à l'intérieur, je suis glacée, ok, mais je vais pas m'exprimer. Troisième possibilité, j'ignore. J'ignore complètement ce que l'autre me dit. J'en pense pas moins, mais j'ignore. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va creuser un fossé. Combien de personnes me disent « Ah, j'arrive pas dans l'intimité » ou le mari qui se plaint « Ouais, ma femme, je comprends pas, tout va bien, elle n'y arrive pas, elle veut pas se rapprocher. » Mais en fait, c'est très simple, vous l'aurez compris. Un message toxique plus un autre, plus une critique, plus une autre. Après, on n'a plus envie de se rapprocher. Ça veut dire qu'une femme, pour qu'elle se rapproche, elle a besoin de se sentir soutenue émotionnellement, valorisée, mais pas que. Comme je vous ai dit, reconnue. Évidemment, tous les 5 besoins sont là, mais à part ça, elle a besoin de se sentir en confiance. Et ces messages-là, ils détruisent la confiance au quotidien. Et c'est comme des petites gouttes, vous voyez, une petite goutte plus une petite goutte. Et un petit mot plus un petit mot plus un petit mot, à la fin, on ne peut plus se voir, on ne sait pas pourquoi. Vous voyez? Donc ça, c'est mauvais. On est d'accord que c'est dangereux même pour le couple. Et c'est donc primordial d'apprendre à se parler, d'apprendre à communiquer de la bonne façon. Je ne retrouve pas mon porte-monnaie. Chérie, est-ce que tu l'aurais vu? Je sais que tu ranges toujours, donc toi, c'est sûr que tu sais où est mon porte-monnaie. J'imagine que tu sais parce que tu sais où se trouve chaque chose. Là, c'est différent, d'accord? Déjà, ça veut dire que je ne suis pas dans l'accusation et je ne m'adresse pas mal à la personne sous le coup de mes nerfs, en fait. Non, ma nervosité m'appartient, ma colère m'appartient. Je n'ai pas le droit d'agresser l'autre parce que je suis en colère, en réalité. Après, je sais, c'est tout un travail et ce n'est pas facile. Je m'excuse, je bois une minute. J'aurais dû boire avant. Désolée, j'ai pas eu le temps. Donc vous voyez, chacun, en fait, dans une relation, comme je vous ai expliqué, il y a moi, l'autre et la relation. Le truc, c'est qu'on est responsable chacun de nos 2 bouts de la relation. Le problème, c'est que très souvent, il y en a un, il va vouloir contrôler les 2 bouts et l'autre va se sentir étouffé. C'est-à-dire que moi, j'ai une certaine façon de réagir, lui, il a une façon de réagir. Sa partie lui appartient, ma partie m'appartient, d'accord? Parfois, dans certaines relations, eh bien, on va toujours critiquer ma façon de réagir, critiquer ma façon de me comporter, critiquer ma façon d'être, d'accord? Donc, en fait, on contrôle mon bout, là. On n'est plus dans notre bout, on est dans le bout de l'autre. Et ça aussi, c'est un problème et ça touche donc à ce qu'on dit, ce que je vous disais, les messages toxiques. Donc, ça pollue la relation et donc la communication entre nous, elle n'est pas fluide. Imaginez un pont entre vous deux, d'accord? Encore une fois, hein, je prends le couple parce qu'évidemment, je suis thérapeute conjugale, donc forcément, je vais parler du couple, mais ça s'adresse à toutes sortes de relations humaines, d'accord? Et qui comptent pour vous. Donc, le pont, il est là. Et en fait, plus il va être… c'est soit je choisis de faire pousser des fleurs sur ce pont, soit je choisis de mettre des voitures pleines de pots d'échappement là, qui lâchent de la fumée noire. D'accord? Ça veut dire, est-ce que je vais la polluer par les messages toxiques? Est-ce que je vais à chaque fois dire ce que je pense comme je le pense sans y réfléchir, sans tourner cette fois ma langue dans la bouche? Ou alors je vais le dire comme ça, ou alors je vais au contraire réfléchir et me dire non, c'est peut-être pas le moment. Il vient de rentrer de sa journée de travail ou elle vient de rentrer de sa journée. Il y a un bébé qui pleure, il y en a une autre qui hurle. Bon, on va y aller mollo. Peut-être on parlera tout à l'heure. Ouais, ça me dérange, mais je vais peut-être un peu prendre sur moi et puis j'en parlerai quand on sera au calme tous les deux. J'en profiterai pour ce moment. Ça aussi, très important. Prendre un temps pour ça. Pas lancer ce qui me passe par la tête parce que je suis énervée. Allez hop, je le balance. Mais ça, c'est mon énervement. C'est ma responsabilité. D'accord? Et le problème, c'est qu'on n'est pas assez conscient de notre responsabilité. On a l'impression que c'est l'autre qui nous énerve sans arrêt. Ah bah oui, si je suis nerveux, combien de fois j'ai entendu? Ah mais si je suis nerveux, Madame Ben Simon, c'est pas à cause de moi, c'est parce qu'elle m'énerve. C'est parce qu'elle m'énerve. Oui, non, mais en fait, si elle vous énerve, c'est qu'il y a déjà de la colère en vous. Sinon, vous ne seriez pas énervé à ce point-là. Il y a de la colère en vous, de toute façon. Donc, vous ne pensez pas qu'il faut la traiter, cette colère? Ah non, moi, je n'ai jamais senti que j'avais de la colère en moi. Bah, c'est que vous n'avez pas conscience de vos émotions, puisque là, elles s'expriment. C'est qu'il y en a, automatiquement.
Donc, tout ça pour vous dire qu'on doit en fait apprendre pour fluidifier la relation à recevoir les messages positifs, à développer les messages cadeaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces messages cadeaux? Les messages cadeaux, ce sont des messages qui vont… C'est les messages les plus beaux, les plus simples, j'ai envie de dire, et en même temps les plus durs à appliquer parce qu'on n'a pas été habitué. C'est les messages qui vont valoriser l'autre. C'est les messages qui vont répondre aux 5 besoins dont on a parlé la semaine dernière, d'accord? C'est-à-dire que plus je vais montrer à l'autre que je le reconnais, que je l'aide à se dire, que je l'aide à se faire entendre, et plus finalement la relation va être forte, et va être bonne, et va être saine, et va être équilibrée. Ça veut dire que si j'offre une oreille empathique à l'autre, et si je suis vraiment à son écoute, forcément, ça va bien se passer. D'accord? Forcément que l'autre aura envie aussi de me le rendre. D'accord? C'est automatique. Et forcément qu'il aura envie d'être à mon contact parce que je serai très positive en fait. Mais positive sur l'autre, c'est-à-dire je me décentre de moi et je regarde l'autre et je l'écoute et je lui donne de l'énergie en fin de compte. Parce qu'autant les messages toxiques sont énergétivores, donc me détruisent au niveau de mon énergie, je me sens épuisée, autant l'inverse, les messages cadeaux me nourrissent. D'accord? Ça nourrit ma relation. Ça me nourrit moi-même. Je sors de cette discussion, je suis bien. D'accord? Je me sens mieux. J'ai même j'ai fait le plein d'énergie et je suis prête à foncer. D'accord ou pas? Donc ça c'est quand justement j'arrive à donner ces messages cadeaux. Maintenant, je voudrais juste… en fait, je n'avais pas fini sur le message toxique et je suis partie sur le message cadeau. Je me suis dépêchée. Mais d'abord, je voudrais vous dire, sur les messages toxiques, voyez comment c'est curieux l'être humain. Quand on mange un champignon avarié, par exemple, ou un plat qui a tourné un peu, qu'est-ce qui se passe? En général, intoxication alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon corps rejette. D'accord? Mon corps sent que ce n'est pas bon pour lui, il rejette. Mais bizarrement, avec les messages toxiques, on ne les rejette pas automatiquement. Ça, c'est quand on a de l'estime de soi et du respect de soi-même qu'on arrive à le rejeter et qu'on arrive à rendre. Et je vais vous expliquer après la restitution symbolique des messages toxiques. Parce que quand même, que vous sachiez que vous ayez des outils pour retrouver un équilibre si vous êtes en contact avec des personnes qui n'ont pas encore appris ce que c'est que la communication saine. Mais en tout cas, notre corps, lui, il a tout compris. Quand ça ne va pas, d'accord, quand il y a quelque chose de mauvais que je rentre dans ma bouche, bah, automatiquement, je le vomis, je ne suis pas bien. Alors, ok, je me dis, je ne suis pas bien, je ne suis pas contente de ne pas être bien. Et parfois même, j'en veux à mon corps parce qu'il ne fonctionne pas comme j'aimerais qu'il fonctionne. Il n'est pas à toute épreuve, mais en réalité, il me rend service. Il rejette ce qui n'est pas bon pour moi. Il rejette ce qui ne va rien apporter à mon corps et ce qui va lui faire du mal. D'accord? Ben, on doit faire exactement la même chose avec notre psychisme. On doit apprendre à rejeter ce qui nous fait du mal, d'accord? À rejeter les messages toxiques que l'autre dépose en moi, d'accord? Quand il dépose en moi, en fait, ces mots, il faut bien se rappeler, les mots qu'il dépose en moi sont à lui, ils ne sont pas à moi, d'accord? À lui ou à elle, hein, bien sûr. Ils ne sont pas à moi, donc je dois lui restituer, on va voir comment. Mais avant ça, je voudrais aussi vous parler de cette notion d'armure. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des femmes qui me disent, moi, je me mets mon armure, je sens que je me barricade, et pour ne pas souffrir, en fait, pour ne pas souffrir de ces critiques, de ces réflexions. Je sais que c'est pas méchant, je sais que c'est pour, des fois, c'est même pour m'aider ou c'est pour mon bien. Mais en fait, moi, je le prends très mal et après, ça m'irrite contre lui et j'arrive plus après à être proche de lui. Donc, je me mets mon armure. Mais le problème de cette armure, c'est qu'elle nous enlève aussi la possibilité de profiter des messages cadeaux, puisque je suis emmurée dans mon armure. Donc, c'est assez embêtant quand même. Donc, quelle est la solution, justement? La solution pour ne pas rester dans cet état de fait, c'est d'arriver à enlever l'armure. Et là, je vais être rattachée à vous donner la solution pour, même s'il y a des messages toxiques, les restituer à son destinataire, ne pas les prendre pour soi, d'accord? Et comme ça, vous serez en mesure de prendre quand même les messages cadeaux. D'accord? C'est-à-dire que c'est merveilleux. Si on arrive à garder tout ce qui est positif et à rejeter tout ce qui est négatif, on va se sentir en super forme, en fait. On est d'accord? Alors, déjà, le meilleur des ingrédients pour arriver à faire ça, c'est d'abord d'avoir une très bonne estime de soi. Alors, quand je dis estime de soi, je ne suis pas en train de parler de gava ou d'orgueil, d'accord? Je suis en train de parler de savoir où est ma place, ce que je vaux, qui je suis, où je vais, d'accord? Quand je sais répondre à ces questions et que je suis à l'aise avec ça, déjà, je suis beaucoup plus forte pour restituer les messages toxiques à son destinataire et pour ne pas prendre personnellement tout ce que je reçois de plein fouet. Parce qu'en fait, l'armure, ce qu'elle est pratique, on l'appelle l'armure, hein, vous avez compris, c'est une image.
En fait, c'est pour me protéger des flèches. D'accord? Il y a une patiente qui me disait même non, mais ce n'est pas des flèches, c'est des roquettes là. Donc, c'est pour me protéger des ce que vous voulez, comme vous voulez l'appeler, des roquettes, des flèches qu'on peut recevoir au quotidien. Ben, on se met l'armure. Le problème, c'est qu'après, on n'arrive plus à communiquer. On est tous emmurés dans nos armures. Là. Enfin, c'est pas emmurés, il y a un autre mot. Enfin, bref, on est tous séparés les uns des autres. Et le problème, c'est que l'épanouissement vient quand on se sent connectés les uns aux autres. Mais pour qu'on y arrive, comme je vous disais, il faut arriver à enlever l'armure. Et pour ça, il faut se sentir suffisamment en confiance. Or, gros paradoxe, on ne peut pas se sentir en confiance quand on sait que les gens ne sont pas encore éduqués à la communication, n'ont pas encore appris comment communiquer, ne sont pas forcément bienveillants, il faut le dire, ne font pas forcément, n'ont pas forcément des bonnes intentions, parce qu'il y a des bonnes intentions, mais qui vont quand même. C'est-à-dire que parfois, je peux avoir des bonnes intentions et avoir des messages toxiques, et parfois, j'ai aussi des mauvaises intentions qui vont donner des messages toxiques. Donc, ça fait du coup beaucoup de messages toxiques. D'accord? Donc, comment je fais pour quand même, moi, rester, on va dire, dans mon présent, sans mon armure, en équilibre, avec tous ces messages toxiques qui flottent autour de moi. D'accord? Exactement comme je fais avec mon corps. Je vérifie ce que je vais manger. Je vérifie ce que je vais mettre dans ma bouche. Je vérifie que ce n'est pas périmé. Je vérifie que c'est comestible. Je vérifie tout ça déjà. C'est un peu pareil au niveau du psychisme. Bon, alors après, évidemment, je ne peux pas tout vérifier puisque les messages arrivent comme ça. D'accord? Arrivent plus vite que la lumière, presque. Je ne peux pas forcément tout vérifier. Bon, déjà, une chose est sûre, je peux vérifier ce qui va arriver sur les réseaux sociaux, par exemple. Enfin, je peux vérifier quand est-ce que je vais décider d'aller mettre sur les réseaux sociaux, les informations, ainsi de suite. Ça, c'est aussi des messages toxiques. Parce que, comme je vous ai expliqué, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je vous disais, tout ce qu'on entend nous influence. Donc, c'est à moi aussi de vérifier ce que je vais mettre à écouter. D'accord? Deuxième chose, comment je restitue le message toxique à son destinataire. Enfin, je dirais troisième chose, parce que deuxième, c'est d'avoir l'estime de soi. Mais si, par exemple, je sens que moi, non, je n'ai pas l'estime de moi, pas beaucoup en tout cas, et ça va me demander beaucoup d'efforts de le travailler. Ça va me demander aussi beaucoup d'efforts de, comment on va dire, oui, de travailler sur mon estime de moi et surtout beaucoup de temps. C'est-à-dire, je sais que je peux y arriver, mais ça va me demander je suis dans un processus. L'estime de soi, il faut comprendre, c'est un processus. C'est pas... moi, je lis 1 ou 2 bouquins, je fais 1 ou 2 consultations, ça y est, j'ai l'estime de moi. Je peux l'améliorer, mais pour qu'elle soit stable et solide au cours du temps, il va falloir demander, bien sûr, de l'investissement. Donc, en attendant, je fais comment? Alors, je vais vous donner une technique simple, d'accord, pour restituer l'image, le message toxique à son destinataire. D'abord, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue en consultation avec 2 patients. Et là, c'était des patientes, là, c'était un père et sa fille. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un père et son fils. Et bien là, c'était un père et sa fille. En fait, on a parlé de ça un petit peu la semaine dernière, la teen youth. La teen youth, c'est un sujet très, très délicat pour les parents et les enfants, surtout à notre génération. C'est très délicat. Enfin, c'est très dur d'être teen youth, faut se l'avouer. On est matraqué justement d'affiches avec des filles super jolies et tout ça. Donc les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles ont envie? Évidemment, ça leur donne envie. Elles ont envie d'être jolies, elles aussi. Elles comprennent aussi que c'est très important la beauté, que c'est vachement valorisé, que ça dépasse toutes les frontières. Et donc forcément, ça les attire. Et en tant que parents, qu'est-ce qu'on veut pour nos filles? Évidemment, qu'elles se protègent, qu'elles comprennent qu'elles sont un diamant, qu'il faut qu'elles fassent attention à leur tignoute, à leur corps, qu'elles aient le respect de leur corps, et ainsi de suite. Donc forcément, ça va amener des conflits et ça peut amener évidemment beaucoup de problèmes de communication et beaucoup de problèmes ça peut amener beaucoup de messages toxiques, tout simplement. Alors que c'est un âge, justement, l'adolescence, on va dire de 13, 14 ans à 18, 19 ans, c'est un âge très sensible, autant chez le garçon que chez la jeune fille d'ailleurs. Mais chez la jeune fille, c'est un âge très sensible, elle commence à découvrir qu'elle devient une femme, elle a envie d'être jolie, elle découvre sa féminité. Et là, comment on va faire en tant que maman, en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, pour ne pas la briser dans son estime de soi, parce qu'en même temps, il faut la construire, et en même temps, il faut lui apprendre le bon derrière. C'est compliqué. Et donc, en fait, je les avais en consultation parce que justement, il y avait un gros problème de communication entre le père et la fille. Et puis un jour, il y a une scène comme ça que la fille me raconte. Elle était effondrée. Elle me dit, voilà, en fait, un soir, il y avait une soirée, là, une bar mitzvah, ou je ne sais plus, d'un cousin, bref. Et du coup, je me suis habillée, quoi. Je me suis habillée. Mais c'est vrai que je n'ai pas respecté hyper bien les normes de la teen youth. J'avais les cheveux lâchés. J'avais une jupe qui n'était pas dans les normes, c'est-à-dire au-dessus du genou. Bon, elle était, vous savez, les jupes limites, là. Genre pas vraiment au-dessus, mais bon, pas vraiment en dessous non plus. Bon, bref. Et donc, c'était limite. On voyait un peu mes coudes. Bon, bref, voilà. C'était pas génial. Je le reconnais. Et donc,
comment elle m'a dit? Ouais, donc elle me dit comment je fais. Non, comment je fais? Je vais pour aller à la soirée, on y va pour y aller tous. Je me suis un petit peu maquillée, tout ça. Et là, mon père, il me regarde avec un regard assassin et il me dit, va te rhabiller tout de suite. Là, tu es habillée et il lui fait une insulte. Il lui dit une insulte, carrément. Donc elle est hyper choquée, évidemment, vous imaginez. Elle est hyper choquée et là, elle était en pleurs. Comment mon père il peut me voir comme ça? Comment il peut me dire ça? Comment il peut penser ça de moi? Comment j'ai juste voulu être jolie? Toutes mes cousines, elles sont super classe. Moi aussi, je voulais être jolie. Je comprends pas. Comment il peut me dire ça? Et en même temps, moi, je connais le père et je sais très bien, et puis je suis parent aussi, je sais très bien que le père, et aucun doute, il adore sa fille. C'est pas la question. C'est justement parce qu'il adore qu'il a réagi comme ça en réalité. C'est justement parce qu'il adore qu'il a peur pour elle. En réalité, c'est sa peur qui a parlé. C'est pas tellement, enfin, c'est pas le manque d'amour, c'est le entre guillemets le trop plein d'amour, l'amour mal dirigé parce que c'est de la peur. Quand on aime, automatiquement on a peur aussi. Donc il s'est dit certainement, je vais amener ma fille comme ça. Bon, peut-être aussi je vais avoir le jugement, le regard des autres, mais en plus on va la regarder. Et moi je veux pas qu'on regarde ma fille, d'accord? Donc il est en panique. Elle est pas en âge de se marier, mais je veux pas qu'on la regarde, et ainsi de suite. Et on a fait un exercice, donc je vous en parle, et ensuite je vous explique le principe. Enfin, vous allez comprendre à travers l'exemple. Je lui ai dit, OK, on va restituer le message à ton papa. Il a utilisé un mot très fort qui ne te définit pas et tu as raison. Et en fait, il ne le pensait pas. Mais tu as raison, il ne te définit pas. Et en fait, en thérapie, on utilise beaucoup les messages symboliques. Les messages symboliques, très importants en fait. D'ailleurs, on voit même dans la Torah, toutes nos fêtes, c'est des symboles. Pourquoi? Parce que les symboles, c'est ce qui va nous aider à dépasser, à transcender ce qu'on vit maintenant au présent et à voir plus loin. Et en même temps, c'est quand même une nouvelle perception de la réalité. D'accord? Ça nous permet de mieux comprendre les choses en même temps et de donner un sens à ce que l'on vit. D'accord? Donc, en thérapie, ça sert énormément aussi le symbole. C'est vrai que dans la génération, enfin, dans la société occidentale, tout ce qui est symbolique, on a l'impression que c'est ridicule. Alors que pas du tout. Ça a une grande portée, autant au niveau psychologique qu'au niveau émotionnel. C'est très, très fort. D'accord? Donc, je lui ai dit, voilà, le mot qu'il t'a écrit, on va l'écrire. On va l'entourer d'un papier cadeau. Je veux qu'on matérialise ça par un objet. Dis-moi ce qui te fait le plus penser, ce qui représente, enfin, ce que toi, tu matérialiserais par quel objet, ce qu'il t'a dit. Et elle m'a dit une main, elle me dit comme ça, une main avec des ongles rouges. J'ai dit, ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner une main et on va lui faire les ongles rouges. Et par-dessus, on va écrire un petit mot, d'accord? Et ce petit mot, d'accord, ça a été de dire, papa, ces mots ne me définissent pas, je te les rends, ils ne m'appartiennent pas. Aussi simple que ça. Donc, elle écrit ces mots, on les emballe, on a fait une petite déco pour emballer. La prochaine séance, on va inviter ton papa et tu vas lui donner ça. Et donc, déjà, le simple fait d'avoir fait ça, elle se sentait mieux. C'est-à-dire, c'est comme si elle ne sent plus pas, ça ne me définit pas et je ne suis pas ce qu'il a dit mon père. Bon, je vais expliquer qu'il parlait par peur aussi, ainsi de suite, bien sûr. Mais déjà, ce qui est important, c'est qu'elle réalise que ça à elle, d'accord? Et que ce n'était pas elle. Ok, je lui ai donné ce papier. Je lui ai dit, on le garde jusqu'à la semaine prochaine. Le papa arrive en consultation. Et lui, il était mi-figue, mi-raisin, comme on dit. C'est-à-dire, il ne savait plus trop comment faire. D'un côté, il n'était pas content que sa fille... il savait qu'on allait parler de cette histoire où il avait vraiment explosé. D'un côté, il n'était pas fier de lui d'avoir dit ça à sa fille. De l'autre côté, en fait, il disait, mais oui, mais il faut quand même qu'elle comprenne que ce n'est pas comme ça qu'on s'habille, que ce n'est pas décent pour une jeune fille, que ce n'est pas le style de la famille, ainsi de suite. Et sa fille l'a regardé, et donc là, elle était préparée. C'était très impressionnant pour elle, évidemment. Et elle lui dit, écoute papa, tu m'as fait très mal, tu m'as blessée. Donc là, vous voyez, elle s'est dit, elle s'est racontée. Et elle a exprimé sa blessure à elle. J'ai eu mal. Je ressens, j'ai été blessée. Pas tu m'as fait mal, tu m'as blessée. Ça, c'est la relation klaxon. D'accord? La relation klaxon, c'est la relation où j'accuse tout le temps. Tu, mais comme on le sait, le tu, ça tue. D'accord? Donc, on ne parle pas du tu, on dit je. J'ai eu mal, j'ai été blessée. Je me suis sentie très frustrée d'entendre ça parce que en fait, ces mots ne me définissent pas. Et elle lui donne ce qu'on avait préparé la semaine d'avant. Elle lui donne et elle lui dit, je te rends les mots que tu as employés parce que ça ne m'appartient pas et ça ne me définit pas. Et elle lui donne. Et donc, bon, il ouvre parce que c'était genre emballé, il ouvre, il regarde
Et lui aussi, il m'a dit, purée, j'ai pris une leçon là. Il a pris ça, il a dit, tu as raison, c'est pas du tout ce que tu es et ça ne te définit pas, tu as complètement raison et je retire ce que j'ai dit moi-même. Je ne veux jamais avoir à redire ça, mais il va falloir quand même qu'on s'explique sur la tsniout, ainsi de suite. Donc, on s'est expliqué, ainsi de suite. Mais ce que je veux vous transmettre ce soir, c'est cette idée de la restitution symbolique des messages toxiques. D'accord ? Vous avez peut-être l'impression, je ne sais pas, hein, vous me direz après, l'impression que ça a l'air un peu peut-être enfantin, peut-être petit, peut-être c'est pas grand-chose, mais en fait, ça a une très, très grande portée. Et si vous doutez des messages symboliques, pensez que toutes les sociétés primitives, hein, qu'on appelle primitives, utilisaient les messages symboliques. Et pensez que dans la Torah, c'est bourré de messages symboliques. Tout. Alors, si on parle de Pessah, par exemple, vous voyez tout ce qu'on pose sur la table du Seder pour se rappeler de ce qu'on a vécu à la sortie d'Égypte. C'est que des symboles, des symboles, des symboles. Et nous, on vibre avec ça. On le ressent. On a l'impression de le vivre aussi. On est dedans. D'accord ? Donc, le symbole, c'est très fort. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote de Carl Jung, donc celui qui était un des fondateurs aussi avec Freud, enfin, qui était aux mêmes époques de Freud, qui a travaillé sur la psychanalyse et ainsi de suite et qui l'a fait évoluer. Eh bien, lui, il avait un père qui était extrêmement exigeant avec lui, extrêmement. Et en fait, tous les 8 jours, il avait une coutume, son père, d'accord, il avait un rituel où son fils devait venir tous les 8 jours dans son bureau et lui montrer son carnet de notes. Et quand il avait un 12, bah, ce n'était pas assez, il fallait avoir un 14. Quand il avait un 14, il devait avoir un 16, ainsi de suite. Donc, en fait, c'était un très mauvais quart d'heure que passait Carl Jung. À chaque fois qu'il y allait, il avait, je pense, à mon avis, la rasera. Il n'était pas bien du tout. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de devenir brillant. Comment ça se fait ? Bon, alors, donc, son père, en fait, lui envoyait énormément de messages toxiques. Mais comment ça se fait que tu n'as pas eu un 16 ? Mais tu es un nul. Et il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Et en fait, ce qu'il a trouvé, il était déjà très intelligent à ce moment-là, c'est-à-dire très fin au niveau psychologique, c'était très fin. Il a tout simplement, tout simplement, il fallait y penser, il a créé un petit bonhomme, il a découpé un petit bonhomme et il a marqué dessus, ça c'est le moi 2, d'accord ? Et quand je rentre dans le cabinet de mon père, enfin dans le bureau de mon père, ce n'est pas à moi qu'il s'adresse, c'est à mon moi 2. Et à chaque fois que son père commençait à l'assaillir de messages toxiques, dans sa tête, il se disait, c'est pas moi, c'est le bonhomme qui prend. Et ça lui a permis finalement de se protéger et de protéger son estime de lui. D'accord ? Donc c'est une grande leçon finalement, une grande leçon pour nous de comprendre comment on doit faire pour se protéger finalement. C'est-à-dire même si vous le vivez ou qu'il y a quelque chose qui vous fait penser, n'hésitez pas à vous faire ce petit bonhomme. C'est pas seulement, ça joue au niveau du psychique. C'est symbolique, mais en fait ça joue énormément et ça a une grande portée. D'accord ? Donc j'espère que j'ai été claire et que vous allez pouvoir utiliser cette méthode et vous m'en direz des nouvelles. Bezrat Hachem. Attendez, je voulais vous préciser une autre chose. Oui, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit, évidemment, à chaque fois on reçoit des messages toxiques, malheureusement, notre système immunitaire est touché. Parce que quand je perds en vitalité, quand je perds en confiance en moi, en estime de moi et que je sens que j'ai beaucoup moins d'énergie, non, oui, je réponds après, Déborah, à la question. Très bonne question. Quand j'ai beaucoup moins d'énergie, finalement, bien forcément, même physiquement, ça se ressent. Vous voyez bien, quand vous venez de vous disputer, vous êtes vidé, vous n'êtes pas bien face à un conflit, ainsi de suite. Comme je vous avais dit d'ailleurs à un cours, il y a le conflit. Il y a le conflit normal et le conflit pathologique. Le conflit pathologique, lui, fait énormément de mal et nous détruit de l'intérieur. D'accord ? Quand je sors du conflit et que je sens que je suis vidée, que je ne suis pas bien et ainsi de suite, vous pouvez d'ailleurs comprendre que vous êtes dans un conflit pathologique. Mais c'est ce qui va me prendre de l'énergie et c'est ce qui va baisser mes capacités et baisser ma vitalité au quotidien. Donc, je dois y faire hyper attention finalement et j'ai le devoir de me protéger. D'accord ? Je peux aussi utiliser la méthode survie, c'est-à-dire on crie sur l'autre, on hurle et tout ça. Ok, j'aurais eu l'impression que je me suis défendue. Mais si je me suis défendue au prix de le casser à l'autre, est-ce que c'est vraiment bon ? Est-ce que c'est vraiment bénéfique ? Voilà, c'est le mot. Est-ce que c'est vraiment bénéfique ? Non. Donc, en fait, c'est mieux de se dire, je restitue le message à l'autre, je restitue le message toxique à l'autre, il ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. D'accord ? Et vous verrez que je me sens tirée beaucoup mieux. Maintenant, souvent, les messages toxiques viennent du fait qu'en réalité, c'est de la peur que je ressens. Comme ce papa avec sa fille. C'était de la peur qu'il ressentait profondément. Et
Et en fait, on réagit beaucoup par peur. Je vous avais aussi dit dans un cours que souvent, on réagit soit par amour, soit par peur. Il y a deux chemins, la peur et l'amour. Et l'amour, le chemin de l'amour est beaucoup plus épanouissant, mais on a peur de le prendre, justement. Donc, on va plutôt sur le chemin de la peur. Et comment on fait? En fait, il faut arriver à comprendre que derrière la peur se cache un désir. Quand le père a réagi comme ça avec sa fille, c'est parce qu'en réalité, il y avait le désir que sa fille soit protégée. Il avait le désir de protéger sa fille derrière. D'accord? La peur qu'il lui arrive quelque chose, la peur qu'elle soit mal vue, la peur qu'elle-même elle soit critiquée, l'a poussé à parler comme ça. Mais en fait, il avait le désir que sa fille soit respectée et qu'elle soit protégée. Donc en fait, derrière, il y a toujours un désir. Donc essayez à chaque fois de trouver derrière la peur, que se cache-t-il derrière cette peur? Quel est le désir qui s'y cache? Et parfois, ce n'est pas toujours évident. Parfois, on n'a même pas envie de se l'avouer, ce désir. C'est-à-dire que, par exemple, attendez, je prends un exemple, je l'ai écrit. Excusez-moi. Par exemple, voilà, dans des couples, souvent, on va traiter un petit peu la dépendance affective. Et on va traiter, donc la peur, souvent, il y en a un des deux qui va avoir très peur que l'autre le quitte. D'accord? Et ça pollue la relation, évidemment. Mais en fait, quel est le désir qui se cache derrière cette peur? Le désir qui se cache derrière quelqu'un qui a peur pour son conjoint ou sa conjointe qui la quitte. En fait, c'est le désir de passer le plus de temps possible ensemble. C'est ça qui se cache derrière. C'est que j'ai envie d'être avec toi et comme j'ai envie d'être avec toi, j'ai peur que tu m'échappes, donc je te retiens sans arrêt. Quand je comprends le désir qui se cache derrière, je dois essayer plutôt de travailler sur mon désir et la réalisation de ce désir plutôt que de travailler sur ma peur. Parce que quand je travaille sur ma peur, c'est totalement différent. Quand je travaille sur ma peur, je vais avoir tendance à contrôler l'autre, à vérifier son téléphone, à vérifier avec qui il parle ou avec qui elle parle, à vérifier ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, à être tout le temps sur son dos. Quand je travaille sur mon désir, je vais chercher à passer des moments de qualité, je vais chercher à être avec la personne, je vais chercher à lui faire plaisir. C'est totalement différent finalement. Donc, chercher à chaque fois quel est le désir qui se cache derrière la peur, ça aussi, ça aidera à baisser, on va dire, l'intensité ou même la quantité de messages toxiques qu'on peut déposer chez d'autres. Voilà, excusez-moi, une petite pause. Voilà, en fait, on n'est pas dans la même dynamique quand on est dans le désir et le travail du désir enfoui, en fait, qui se cache derrière la peur. Quand je travaille mon désir, je ne vais pas du tout me sentir dans la même énergie que quand je travaille sur la peur. Parce que quand je suis dans la peur, forcément, je suis tendue, stressée, j'ai plein d'émotions négatives en moi. Et ça, tout le monde le ressent autour de moi. Et presque, j'ai envie de dire que tout le monde me fuit parce que c'est jamais agréable. Tandis que quand je travaille sur mon désir, je travaille sur le positif de la chose. Donc, je suis beaucoup plus attrayante, beaucoup plus attirante, beaucoup plus positive, forcément. Et finalement, je donne envie aux autres d'être avec moi ou de passer du bon temps avec moi parce que moi, je suis dans cet état d'esprit. Et du coup, je suis beaucoup plus dynamique. Et là, c'est constructeur. Là, je suis dans une dynamique qui m'épanouit, qui me nourrit. En fait, j'aime ce mot de nourrir parce qu'on parle beaucoup de se nourrir au niveau physique de notre corps, mais il y a ce qui est nourrissant au niveau de la relation. Qu'est-ce qui va me nourrir? Qu'est-ce qui va vraiment me combler, me satisfaire, me faire du bien? Quand je parle avec quelqu'un et que je me sens entendue, quand je parle avec quelqu'un que je me sens encouragée, qui me donne des messages positifs, même sur mon être, qui m'encourage, qui me dit ah là là, je suis trop fière de toi, comment tu avances, comment tu fais. Ça y est, je suis renouvelée. Vous connaissez tous ça. Il y a une énergie renouvelée. D'ailleurs, ce qu'on m'avait dit au niveau de... Je sais plus qui, bref, j'ai plus la patiente en tête, mais je me rappelle de cette phrase d'une patiente qui m'a dit à Rosh Hashanah, qu'est-ce que j'aime non, c'est même pas Rosh Hashanah, je me trompe. C'était au mois de janvier. Elle me dit, qu'est-ce que j'aime le mois de janvier? Je lui dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que comme tout le monde est genre dans la bonne année, c'est bonne année par-ci, bonne année par-là, même avec les clients, mais bon, elle était dans le milieu non juif, d'accord? Mais elle me dit, tout le monde est de bonne humeur, il y a quelque chose qui passe de différent. Tout le monde est dans un état d'esprit positif. Et en fait, c'est vrai parce que les gens sont contents, il y a des fêtes en perspective, ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que il y a une sorte d'aura positive et il y a une dynamique positive. Et en fait, même si on ne se connaît pas, on va se passer du positif. Et on va s'encourager, on va être beaucoup plus positif pour s'encourager. Et c'est pour ça que, comment dire, plus on va se focaliser sur ça, d'accord, et sur nos désirs et sur la satisfaction des désirs, la satisfaction des besoins, plus, et moins on va être dans les peurs, plus on va être nourrissant les uns pour les autres, d'accord? C'est-à-dire que plus notre relation va être riche, plus la relation va être nourrissante, ouais, c'est le mot. Et elle va nous donner de la vitalité, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Elle va nous augmenter l'amour qu'on a pour nous-mêmes.
Et retenez bien, à l'inverse, les messages toxiques, eux, ils nous pompent l'énergie, ils nous affaiblissent, tout simplement. Ils nous affaiblissent notre vitalité. Et forcément, ça ne va pas nous aider à avancer dans notre vie. D'accord? Donc, voilà, pour conclure, on a compris que pour se sentir bien, d'accord, alors c'est facile, souvent on lit il faut s'entourer de gens positifs. Non, non. Oui, mais on ne peut pas s'entourer que de gens positifs parce qu'on est tous différents, parce qu'on a aussi des gens autour de nous qu'on apprécie, qu'on aime, mais qui n'ont pas appris encore les cours de communication, qui n'ont pas encore appris à communiquer. Donc, je ne peux pas m'en séparer. Donc, ce que je dois faire, c'est moi essayer au maximum de m'en protéger, mais de la bonne façon, comme je vous ai dit. Pas seulement mettre une armure, et non, même ne pas mettre une armure, me renforcer moi-même. Et comme je l'ai dit, restituer les messages toxiques à leur destinataire. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. Et je vous dis, amusez-vous ce soir, si vous avez encore la force après le cours. Si vous avez entendu un message toxique cette semaine, je pense que là, on est, je sais pas, on est une cinquantaine. On en a tout entendu au moins une fois dans la semaine, hein, malheureusement. J'en rigole, mais c'est pas drôle en fait. Mais on a tous entendu au moins une fois. Rappelez-vous de ce qui vous a blessé et faites ce petit exercice. Prenez une feuille et écrivez « Je te restitue les mots que tu m'as dit, ils ne m'appartiennent pas ». Matérialisez ça par un objet, entourez-le bien. Et alors, oui, est-ce qu'il faut le donner au destinataire ou pas? Je ne vous ai pas dit ça. Dans le cas de ma patiente avec son papa, elle l'a donné et c'était très bien, d'accord? Mais effectivement, on ne sait pas toujours, par exemple, un collègue de travail, on ne va pas se ramener avec un petit cadeau écrit « Je te restitue ton message, je ne veux pas, il n'est pas à moi, il t'appartient ». Ça ne va pas le faire, non. Mais au moins, le fait ce que vous pouvez faire, c'est d'imaginer qu'il est, vous le représentez par un endroit, par exemple, par une image. Vous pouvez mettre une photo, une image ou quoi, et vous dites « je te le dépose ». Vous allez voir que ça va quand même vous soulager. Parce que vous faites ce travail en fait au niveau de votre inconscient. Ce n'est plus à moi. Vous vous déchargez et vous prenez vous-même conscience que vous ne vous laisserez pas définir par ce message-là. Parce que le problème, c'est qu'on prend les messages, on en ingère des milliers au quotidien. Et depuis qu'on est né, évidemment, il y en a des tonnes. Et on les garde. On les garde en nous et on y croit. Ça rentre en nous et ça nous imprègne. Et après, ça nous épuise finalement. Psychiquement, ça nous épuise. Donc, l'important vraiment, c'est petit à petit de faire ce travail. Vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Et évidemment, le mieux, ce serait de faire ça avec même ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé dans votre histoire, dans votre passé, s'il y a eu des messages toxiques de dit, ça vous aidera. Parce que l'inconscient, c'est-à-dire au niveau émotionnel, il n'y a pas de différence entre ce qui s'est passé il y a 10 ans et il y a 20 ans. Au niveau émotionnel, en fait, l'émotion ne connaît pas le temps. D'accord? L'inconscient ne connaît pas le temps. Donc, même si ça s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, si ça s'est passé et que vous ne l'avez pas traité, l'émotion, elle est encore présente. C'est pour ça que des fois, on va penser à des souvenirs, on va avoir la larme à l'œil, ou on va sentir une émotion. Mais c'est que ce n'est pas passé. D'accord? Donc, vous pouvez encore le faire, même si c'est un de vos parents, je ne sais pas, qui vous a donné un message, vous vous en rappelez jusqu'à maintenant. Je suis en train de penser à un exemple et est parti. Bon. Un parent qui vous a donné un... Ah, voilà, je me rappelle d'un exemple. Voilà, ça y est. J'avais une patiente aussi qui me disait, ma mère, elle m'a jamais laissé être une femme quelque part. Elle n'a jamais voulu que je sois coquette. Pour elle, c'était pas bien d'être coquette, c'était pas bien de faire attention à soi. Et du coup, elle venait en consultation parce qu'elle avait du mal avec la féminité, elle avait du mal à s'arranger, à faire attention à elle et tout ça. Et on a fait cet exercice de restitution du message à sa maman. Je lui dis, ça appartient à votre mère. Elle-même, peut-être, elle n'aimait pas s'occuper d'elle. Et pour elle, c'était ça, sa vérité. C'était ça qui était bien à faire. Maintenant, vous allez lui envoyer un message, entre guillemets, de je te restitue ton message. Il n'est pas à moi, maman. Je te le rends. Ça ne m'appartient pas. Et on a commencé par ça. La semaine d'après, elle s'était fait percer les oreilles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça fait de l'effet. Même si on a l'impression que non, je vous assure, testez-le, vous verrez. Parce que, encore une fois, vous vous séparez, ça vous aide à prendre du recul et ça vous aide à faire le tri, en fait, entre ce qui est bon à prendre et ce qui est moins bon à prendre. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce soir aussi, que ça vous a apporté. Et je vais lire les questions de ce pas. Alors, est-ce que créer un moi 2, ça ne revient pas à mettre une carapace? Alors, quand c'est une carapace, on va dire, enfin, on peut dire que c'est une carapace, mais ça n'en est pas vraiment une. Une carapace, ça définit par, d'abord, c'est épais une carapace, et ça se porte 24 heures sur 24. Or là, ce qui était très ingénieux dans sa méthode,
est très subtil, c'est qu'il l'a pris, et c'est à chaque fois qu'il allait dans ce cabinet-là de son père, enfin dans le bureau de son père, il prenait avec lui ce petit bonhomme dans sa main, très, très fort, et il disait, ça, ce n'est pas moi, c'est le moi 2. Tout ce que mon père dit, il ne va pas à moi, il va à ce moi 2, à ce petit bonhomme. D'accord? Donc, ce n'est pas une carapace, c'est une projection, c'est je projette sur autre chose, d'accord? Mais une carapace, c'est je la porte au quotidien tout le temps et je sens qu'elle m'entoure. Je sens qu'elle est vraiment autour de moi. Là, ce n'est pas le cas. Vous voyez ou pas? C'est différent. J'espère que vous avez compris. C'est un peu difficile pour moi à expliquer, mais pourtant c'est clair. Mais voilà, j'espère que ça a été clair quand je l'ai dit. Ok, merci. Alors, comment on peut écouter le cours? En fait, j'envoie les enregistrements sur le groupe WhatsApp, là, les mots sur les mots. Donc, c'est plusieurs groupes que j'ai ouverts où on peut poser des questions en public, en privé, et j'y réponds en public de façon anonyme. Et en fait, là-bas, je mets les cours. Mais je vais bientôt, Bezrat Hachem, faire une page. J'espère, Bezrat Hachem, faire une page avec tous les cours qui ont eu lieu et qui n'ont pas encore été effacés et comment dire, et voilà, ils pourraient en défiler, vous pourrez les revoir quand bon vous semble, parce que là, je sais que ça est frustrant parce que vous ne pouvez pas forcément les revoir, vous ne savez pas où les trouver, ainsi de suite. C'est encore un peu le balagan et ce n'est pas encore organisé, mais on va l'organiser, Bezrat Hachem. Merci, Jennifer. Peut-être même que je vous envoie le lien du groupe, je ne sais pas. Et si dans le passé, ce n'est pas une parole qui nous a blessés, mais une réaction, comment la restituer et pour pardonner? Alors, en fait, une réaction, c'est pareil, vous écrivez le comportement, c'est-à-dire la réaction, vous l'écrivez, vous la détaillez. Tu as réagi comme ça et comme ça, tu as froncé par exemple, tu as froncé les sourcils en me regardant, tu as lancé une chaise, bon, je sais pas, je vais loin, mais bref, tu as eu telle et telle réaction, vous l'écrivez. Et vous dites, ça ne m'appartient pas, je ne veux pas prendre ça pour moi et personnellement, ça ne m'appartient pas, je te restitue ce geste. Il n'est pas à moi. D'accord? Et trouver un objet qui pourrait vraiment, que vous pouvez même créer vous-même. Le mieux, c'est par exemple prendre un bout de carton. Par exemple, si c'est... je ne sais pas si ça va pas vous choquer si je vous dis ça, mais il y a des cas très connus en psycho, très parlants, je vais dire. C'est que malheureusement, pour les Shanichmor, qu'on n'entend jamais, mais malheureusement, il y en a. Pour quelqu'un qui a été, par exemple, qui a subi des attouchements, on va prendre un bout de carton, on va dessiner une main et on va dire, je te rends la violence de ce geste. Il a souillé mon corps, il a violé mon corps, ça ne m'appartient pas, je te le rends. Et on va dessiner, on va demander à la patiente de dessiner la main et de la couper, dans le carton, et ensuite d'écrire le message dessus. Et en fait, pour la personne, c'est vraiment la main, ça représente quelque chose, vous voyez. Donc, essayez de trouver ce qui représente la réaction que vous n'avez pas, qui vous a blessé et qui vous a beaucoup atteinte, en fait. Et ça vous aidera ensuite à pardonner. Maintenant, pardonner, c'est tout un processus. C'est pas seulement ce geste, et ça fait partie, la restitution symbolique en fait partie, mais c'est quelque part un peu le début du processus. Et ça vous soulagera déjà. Merci beaucoup, Ronnie. Voilà, j'espère vraiment que, que vous êtes contente. N'hésitez pas à me partager, vos émotions sur message privé, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de ce côté, j'arrive au milieu. Quelle preuve scientifique écrire une critique et dire pas pour moi, je te la rends. A priori, une preuve scientifique. Car aucune logique. Ouais. Ça ne m'étonne pas que ce soit un homme qui pose la question. Les hommes, vous avez besoin, et vous avez complètement, c'est légitime, besoin de rationalité, de logique, besoin de preuves scientifiques. Le problème, c'est qu'au niveau psychologique, ce n'est pas des maths, ce n'est pas forcément logique, mais par contre, c'est émotionnel. Et ça, c'est très intuitif. Ça veut dire que bien sûr qu'il y a des règles et bien sûr qu'il y a des choses prouvées, mais malheureusement, pas tout est encore prouvé. Mais la restitution du message symbolique fait appel au symbole. Or, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais si vous êtes croyant ou si vous pratiquez la Torah, vous voyez que la Torah est bourrée de symboles. Donc, si dans la Torah, vous les appliquez, les symboles, vous pouvez très bien les appliquer et vous verrez ce que ça donne. Et pour meilleure preuve, je vous conseille de l'essayer. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes une bonne soirée, que Bezrat Hachem, ça puisse tous nous libérer, d'en apprendre toujours plus sur soi, d'être toujours plus dans la connaissance de soi. Et voilà, on se retrouve Bezrat Hachem pour la semaine prochaine. Bezrat Hachem, on continue tous les lundis à se retrouver. Merci beaucoup, Razak à vous, Jennifer. Je voulais vous mettre le lien, mais voilà. Alors déjà, je vais peut-être le mettre sur Zoom, le lien pour celles qui veulent rejoindre le groupe et qui ne sont pas encore. Alors, attendez.
par Facebook déjà. Et alors, attendez une seconde, comment on fait? Hop, voilà. Comment faire si les critiques ne cessent jamais? En fait, les critiques, ouais, c'est très dur quand ça ne cesse jamais, mais c'est évident que, comment on va dire, que plus vous allez en fait vous renforcer vous-même et être dans la confiance, forcément, si vous êtes dans la confiance, c'est dur parce que si vous êtes tout le temps critiqué, vous vous sentez tout le temps sous plein de balles, entre guillemets, ou plein de roquettes, ou plein de flèches. C'est dur de se construire dans ces cas-là. Et peut-être parfois, il faut se faire aider. Ce n'est pas parce qu'on est fou qu'on a un problème, c'est parce que justement, il faut se renforcer pour mieux se construire. D'accord? Mais si elle ne cesse jamais, vous pouvez prendre la critique principale, parce que souvent les critiques reviennent sur elles-mêmes. Et la critique principale est faire, comme je vous ai dit, ce papier, ce geste, dessiner, restituer le message symbolique et au fur et à mesure se renforcer et se dire ça ne m'appartient pas, je ne suis pas la personne qu'il essaie de définir ou qu'il essaie de définir. Je sais ce que je suis. Bon, après, c'est tout un traitement, quoi. C'est tout un processus thérapeutique avec plein d'exercices pour justement se remonter et ne pas se laisser envahir par tous ces messages toxiques. Alors, si on peut, j'ai du mal à penser, je vous lis la question, j'ai du mal à penser qu'écrire le message suffit à se débarrasser du message toxique. N'a-t-on pas besoin de le restituer à la personne? C'est mieux si on peut le restituer. Mais si ça va envenimer, ou si l'autre, comme je vous disais tout à l'heure, un collègue de travail, ça ne va pas pouvoir être réalisable, il faut le faire symboliquement aussi. Et ça aide. Par exemple, même si c'est quelqu'un qui est en dehors d'Israël, enfin d'Israël ou de France, parce que vous êtes en France, vous envoyez votre lettre, même si vous ne mettez pas de timbre, vous l'envoyez comme si vous pouvez faire le geste de j'envoie, comme si vraiment je l'envoie à la personne qui est dans un autre pays. Parce que bon, aussi, il faut comprendre qu'au niveau de l'inconscient, l'imaginaire et le réel n'ont pas de distinction. Donc, quand j'agis, d'accord, et que même c'est en fait de l'imaginaire parce que je l'envoie et ça n'arrivera jamais chez la personne, pour mon inconscient, c'est en train de se passer. C'est pour ça d'ailleurs que quand je regarde un film, je sais que c'est de la fiction. Le héros est en train de mourir et je suis en train de pleurer, moi. Et il me dit, mais je suis bête ou quoi? Ça nous est tout arrivé. Pourquoi je pleure? Je sais très bien que c'est de la fiction. Et pourquoi? Parce qu'au niveau inconscient, c'est comme si ça se passait vraiment. L'imaginaire, pour lui, c'est comme si c'était la réalité, en fait. Je ne fais pas du tout de distinction. Donc, il faut apprendre comment dire, à s'en servir pour le bien, en fait, de cet inconscient, tout simplement. Donc, même si on ne le restitue pas vraiment à la personne pour de vrai, on le restitue à une... Enfin, on se fait croire qu'on le restitue et ça marche quand même. Ça nous libère quand même. Voilà, j'espère que ça vous a apporté et j'attends vos réactions en privé. N'hésitez pas à me donner... faites-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ce que je voulais vous dire, oui, je voulais vous mettre le lien du groupe si vous voulez le rejoindre pour celles qui sont nouvelles et qui ne sont pas encore sur le groupe. Je vous le transfère à Jennifer parce que je ne pourrais pas le faire moi. Attendez, le groupe 6, il n'est pas encore plein. Le groupe 6, on fait copier le lien et je charge Jennifer. Voilà, encore une petite seconde. Voilà Jennifer, je vous l'ai envoyé. Si vous pouvez mettre là, comme ça, celles qui veulent se rajouter, c'est plus facile pour se rajouter dans le groupe. Avec plaisir. Vraiment, j'espère que ça vous a apporté. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'attends juste que Jennifer elle vous transmette le lien s'il y a des nouvelles sur le cours. J'ai pas reçu encore, Myriam. C'est sur WhatsApp? Oui, sur WhatsApp. Ah ouais, il n'est pas envoyé, c'est bizarre. Ah, je crois que j'ai pas Internet. Voilà, là ça a marché. Mince. Ah, c'est bon. Ouais. Super. Voilà. Merci en tout cas d'être là, toujours présente, même s'il n'y a pas le confinement. Enfin, ouais, il n'y a pas le confinement, je crois, en France aussi. Donc, c'est plus difficile de se connecter, tout ça. Et on a moins besoin de se changer d'idée, je pense. Voilà. C'est fait, voilà. Donc, vous pouvez vous rajouter. Et Bezrat Hachem, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt.